Maintenant, passons au premier exposé qui est donné par Antoine Régnier, qui est, qui est doctorant pour 6 jours encore seulement, à moins que le jury refuse la thèse, ça peut toujours se produire. Il va soutenir donc sa thèse mardi prochain et qui va nous parler aujourd'hui en primeur, hein, c'est un avant-propos. Donc, alors, pour lui, c'est important. Hein, écoutez bien ses exposés et surtout posez-lui les questions les plus vaches possibles. Comme ça, il sera rodé face au jury. Hein. Donc, voilà la chose. Et donc, il va nous parler d'un thème qui, personnellement, m'intéresse beaucoup, la terre vivante des anciens. Je vous laisse. C'est bon, tout le monde entend bien? Oui. Merci beaucoup. Euh, Merci à vous, à Monsieur Godard, pour cette invitation aujourd'hui. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous de mon travail de thèse. Alors effectivement, j'ai choisi pour thème la terre vivante des anciens. C'est une des approches que je vais adopter ici, mais l'objectif aujourd'hui, c'est essentiellement, sans prendre trop de temps, de vous donner une présentation générale de mon travail de thèse. J'espère que ce ne sera pas donc trop superficiel. Donc, je suis actuellement ATER à la Sorbonne en grec ancien. J'ai adhéré au Cofrigé en 2021. Je suis helléniste, hein, j'ai une formation littéraire, donc je n'ai pas de formation en géologie, je n'ai pas de formation en histoire des sciences au départ. Et donc, j'ai lu avec un grand intérêt les profils, les articles et les livres des membres de l'association, en particulier, bien sûr, l'histoire de la géologie de François-Hélène Verger, dont on a parlé, dont le premier chapitre est consacré à l'Antiquité, et ça va être force la nécessité d'en revenir aux sources anciennes. Alors, donc, comme je disais, je vais me focaliser sur une constante dans nos textes, hein, qu'ils soient grecs ou latins, c'est celui des analogies biologiques, qui consiste à comparer, sinon à considérer pleinement, la Terre comme un être vivant. Donc, je soutiens, comme le président l'a dit, mardi prochain en Sorbonne, devant un jury qui va être composé de philologues, de philosophes, d'historiens de la philosophie et d'historiens de la géographie antique, ce qui est le signe de l'intérêt que les spécialistes de lettres portent aujourd'hui à ce thème. De même que François-Hélène Berger avait appelé un retour aux sources, les spécialistes des sources en question nourrissent depuis maintenant plusieurs décennies une certaine appétence pour les corpus techniques et scientifiques de l'Antiquité, qui soit nous sont bien conservés, comme c'est le cas d'Aristote, mais continuent à poser des problèmes d'interprétation, soit sont fragmentaires et constituent des cas isolés. Donc, de ce point de vue-là, je pense en particulier au livre de Frédéric Leblay, hein, dont on parlera tout à l'heure, sur les mythes et la science des volcans dans l'Antiquité, qui traduit et commente l'unique ouvrage ancien consacré spécifiquement aux volcans, le poème Etna. Ma thèse, de ce point de vue-là, espère aussi s'inscrire donc dans celle d'une membre du Cofrigéo, Geneviève Bouilléroy, qui avait soutenu une thèse portant sur la géologie dynamique des anciens grecs et latins. Mais elle, donc, du point de vue de la géologue, étant allée observer les textes anciens, moi, mon point de vue est strictement inverse, c'est-à-dire que je pars des textes anciens pour voir quelles sont les catégories qu'eux-mêmes ont constituées. Alors, on ne se refait pas, hein, j'ai été sensible aux mots dans mon travail de thèse et aussi aux mots qui sont employés pour cette journée, puisqu'elle est consacrée donc à la protogéologie de l'Antiquité à la Renaissance, terme dont je sais qu'il a été employé par Gaston Godard pour désigner les travaux de Nicolas-Claude Fabry de Pérez, qui, avant la naissance de Sténon, avait étudié les couches stratigraphiques, leur orientation, les fossiles, la formation des roches, qui serait, comme chez les anciens, une sorte de coagulation, les sources de feu des volcans, les propriétés des roches, c'est-à-dire présenter une somme de réflexions et d'observations qui n'étaient pas encore intégrées à une discipline unique et clairement formalisée. Alors, c'est un problème qu'on trouve également chez les anciens, puisque le mot géologie est une invention médiévale, il ne trouve d'application à notre objet d'étude que plus tard, il n'a aucun équivalent clair dans l'Antiquité grecque ni latine, où les études de ce type sont indiquées et désignées de façon périphrastique. C'est ce qui a fait dire à Gabriel Gau, dans le premier chapitre de son Histoire de la géologie, que la période antique était une sorte de préhistoire des sciences de la Terre, tandis que François-Hélène Berger lui-même parlait de géologie en morceaux. Donc il n'y a pas de science autonome de la croûte terrestre. Ah, j'ai fait une bêtise. On va me de partager l'écran, s'il vous plaît. Il n'y a pas de figure d'autorité dans l'Antiquité qui ait définitivement fixé les bornes de la géologie.
Et les thèmes qui lui sont propres apparaissent comme une constellation répartie chez un certain nombre d'auteurs dont l'interprétation textuelle elle-même pose problème. Donc tel qu'on va pouvoir le voir dans un instant. Ouais. Et donc pour passer à la suivante, clic droit. Ouais, merci. Donc j'ai d'abord adopté une approche prospective hein, en me référant aux travaux que vous voyez, aux thèmes que vous voyez ici, qui sont traités aussi bien par des historiens, par des géographes, donc respectivement Hérodote, Thucydide, Strabon, par ce qu'on considère comme des philosophes, notamment Aristote, par des philosophes dits présocratiques, catégorie elle-même problématique, ce qui rajoute un degré de difficulté, Xénophane par exemple, et aussi par des voyageurs qui ont voulu faire œuvre de géographe, en particulier Pythéas de Marseille. Enfin, vous voyez également le cas d'un encyclopédiste, à savoir Pline l'Ancien, qui a beaucoup parlé de des propriétés des corps minéraux. Bref, c'est un corpus qui est foisonnant, qui est bigarré, parce qu'il s'est agi d'établir d'abord les faits les plus saillants à partir de textes connus, puis en me focalisant sur l'examen de textes fragmentaires de maniement plus délicat. Vous sont indiqués ici en italique les noms des auteurs qui ne sont plus conservés que de façon fragmentaire, ce qui représente une part importante, notamment des auteurs dont le peu que nous avons nous indique qu'ils ont été pourtant d'une importance décisive dans le développement de certaines idées ou la manière dont certaines controverses relatives à des problèmes proprement géodynamiques ou géologiques ont été menées. En particulier Straton de Lampsaque, qui est donc l'héritier de Théophraste à la tête du lycée, qui était lui-même l'héritier d'Aristote. Straton, qui avait donc, je l'ai placé dans Modification de la croûte terrestre, Straton dont on sait par Strabon, donc, qu'il avait établi une théorie d'une rupture successive de goulets au Bosphore et à Gibraltar, qui permettait d'expliquer la variation du niveau des mers et partant la présence de fossiles loin du littoral, en particulier en Égypte. Ce donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est un objet d'étude nécessairement hybride, puisque les sciences de la Terre relèvent pour les anciens à la fois de l'histoire naturelle, de la géographie et de la physique, qui est à la fois science et philosophie de la nature, de leur point de vue. C'est littéralement la science de ce qui pousse haut. Et dans le thème que j'aborde aujourd'hui, c'est d'une importance particulière. Donc mon approche, comme ça a été signalé ce matin, notamment à partir des travaux des historiens de la géologie, plutôt que de tenter de déceler tous les linéaments de la science moderne, j'ai voulu à tout prix éviter les anachronismes en essayant d'étudier pour eux-mêmes les édifices explicatifs bâtis par les anciens, en me souciant de leur histoire au sein même du corpus grec et latin, sans accorder trop d'importance à, évidemment, leur validité du point de vue de la géologie contemporaine. Ce qui m'aurait amené au piège d'une lecture axiologique de nos sources et donc en écarter certaines au titre que leur auteur aurait été dans le tort. Alors, j'ai adopté... Oui, droit? Non, toujours pas. Merci beaucoup. Voilà, donc j'avais adopté comme plan de thèse le suivant. Je ne voulais ni un plan strictement chronologique, qui en fait n'aurait guère été efficient à cette échelle, ni un plan thématique qui serait parti de nos propres catégories. Ce que je vous ai montré, le tableau que je vous ai montré précédemment, c'est une commodité, évidemment, puisqu'il s'agit de partir de nos catégories. Mais dans le cadre de mon développement, j'ai voulu d'abord partir de catégories plus larges qui pourraient davantage mimer la manière dont les anciens se représentaient, ce qui n'était pas une planète pour eux. Donc d'abord identifier la Terre, qui est une perspective physique et structurelle, où j'étudie les caractéristiques du corps terrestre, sa composition, sa formation, sa structure, avec donc une série de consensus tels qu'ils sont établis à partir d'Aristote, à savoir que la Terre est un corps sphérique, pas parfaitement régulier, mais considéré comme tel par commodité lors des calculs de géométrie astronomique, notamment pour en calculer la circonférence, ce qu'a fait Eratosthène avec une grande précision. Sa configuration, celle de la Terre, résulte de l'étagement progressif des éléments
quel que soit le sens qu'on peut appliquer à ce mot d'ailleurs, puisque chez Aristote, par exemple, les éléments seront l'eau, la terre, le feu et l'air. Chez les épicuriens, il s'agira des atomes. Et qui sont, selon les modèles physiques, réputés tous chuter ou suivre chacun un déplacement spécifique vers le haut ou le bas. Ce second cas étant la théorie des lieux naturels d'Aristote. C'est-à-dire que même sur l'accord de la formation, de la manière dont la Terre s'est formée, le cadre conceptuel, le cadre théorique pouvait considérablement varier d'un auteur à l'autre. La conception la plus répandue de très loin, comme vous le savez déjà, c'est celle d'un univers géocentrique dont la Terre est le point de référence privilégié, qu'elle restera d'ailleurs jusqu'à Copernic, ce qui ouvrira la voie aux théories de la Terre. C'est de fait une constante des représentations antiques, à de très rares exceptions près, en particulier le modèle héliocentrique d'Aristarque de Samos, au IIIe siècle avant notre ère en particulier. Alors la deuxième partie, c'est celle qui a été la plus abondante, de très loin, c'est celle à laquelle j'ai consacré le plus de temps. C'est celle pour laquelle notre documentation est la plus fournie, la plus importante, que les textes soient historiques, philosophiques, scientifiques ou géographiques. Et donc, on y trouve en particulier l'étude des fossiles que les anciens avaient correctement identifiés comme tels, qu'ils assimilaient donc à des traces qui permettaient de rendre compte des mouvements de l'écorce, comme je le disais tout à l'heure avec Straton de Lampsaque, les causes et typologies des séismes, du vulcanisme, sur lequel je ne m'étends pas, et les changements graduels et brutaux de la croûte. C'est-à-dire que chez les anciens eux-mêmes, dans la considération du phénomène de l'alluvionnement et de celui des grandes ruptures sismiques, existait déjà une réflexion sur la dichotomie possible pour former un système entre ces phénomènes graduels, relativement réguliers et éternels, et des phénomènes brutaux, soudains, ponctuels. Donc on peut grossièrement assimiler, très grossièrement, assimiler à la dichotomie catastrophisme-actualisme. Enfin, donc j'avais proposé une troisième partie sur habiter, exploiter la Terre, que j'ai traité davantage comme une ouverture à des questionnements plus techniques qui dépassaient en bonne part le cadre que je m'étais fixé. C'est une partie qui fut consacrée aux mines antiques, à la manière dont les mines, dont les réseaux miniers, la minéralité de la Terre était décrite dans le cadre de son exploitation, et à l'esquisse par l'héritier d'Aristote, Théophraste, dans ses travaux de botanique, d'une première approche édaphologique, c'est-à-dire une étude des différents types de sols qui pouvaient elles-mêmes conditionner l'étude, les cultures. Donc, je fournirai deux exemples essentiels des analogies biologiques dont je parlais, en me limitant ici essentiellement aux travaux des savants du lycée et de Sénèque. Ce sont donc, comme je le disais, des analogies très répandues, et au point que certains auteurs semblent bien avoir voulu développer ce qu'on pourrait appeler une physiologie de la Terre, de la même manière que Frédéric Leblay parle d'une physiologie du volcan, ce qui pouvait ainsi montrer la spécificité de ce corps et qui lui ménageait une place spécifique dans le cadre de la physique, qui prenait pour objet d'étude le cosmos dans son ensemble. Comme je le disais, c'est un titre volontairement provocateur parce qu'il ne s'agissait pas toujours, voire rarement, dans les travaux qui se prévalaient d'un objectif scientifique, de faire de la Terre un grand animal, mais bien plutôt les analogies biologiques forment un modèle heuristique arrimé à la médecine, pour la bonne raison que la médecine était la discipline la mieux formalisée au Ve siècle. Et ce modèle connut donc son plus grand succès dans le cadre du projet aristotélicien d'un inventaire complet des sciences de l'époque, qui était aussi attrayant que démesurément ambitieux, qui liait étroitement la physique, au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire les règles du jeu, la météorologie, qui était dans l'Antiquité une science extrêmement vaste, qui comprenait l'étude de tous les phénomènes naturels terrestres, donc aussi bien la géologie que la climatologie notamment, et la biologie. Le projet aristotélicien couvre tout cela. Donc météorologia, qui est le nom un nom qu'Aristote dit emprunter à ses prédécesseurs pour désigner cette science, inclut l'étude des phénomènes atmosphériques qui surviennent à la surface aussi bien qu'à l'intérieur de la Terre. Il s'agit de la science des interactions entre les éléments qui implique une nécessaire irrégularité de leur répartition. Dès ses premières expressions, elles se fondent sur la reconnaissance et la définition des cycles solaires, des eaux, des souffles, dans un monde qui est constamment travaillé par l'évaporation, la condensation, la sublimation, la solidification de ces éléments.
En ouverture de son traité météorologique, Aristote rappelle l'objet des traités qui précèdent, à savoir la physique, génération et corruption, et le traité astronomique du ciel, avant d'annoncer les attributions propres de la météorologie. Merci beaucoup. Donc, les météorologiques, de façon tout à fait symptomatique d'ailleurs, vont former une charnière, comme je le disais, entre les traités de physique et les traités de biologie, et vont expliciter de façon très soigneuse l'intégralité du programme de recherche physique d'Aristote, ce qu'il nomme la méthodos. Après l'étude des mouvements réguliers de la sphère terrestre, de la sphère céleste, excusez-moi, auquel je ne me suis pas intéressé, donc, voici venir celle des mouvements plus désordonnés d'un monde qui est soumis à la contingence, à savoir le monde terrestre ou sublunaire, ce qui permet au phénomène qui l'affecte de former un chaînon entre l'inerte et l'animé. Voilà, c'est ce que vous avez clairement formulé ici, hein. L'objet de l'étude de la météorologie est tout ce qui survient conformément à une nature, mais qui est plus désordonné que celle du premier élément constitutif des corps matériels, ce qu'on assimile à l'éther, donc, hein, dans la zone qui confine le plus au mouvement des corps célestes, par exemple la Voie lactée, les comètes, l'embrasement et le mouvement des corps lumineux, ainsi que tous les phénomènes que nous pourrons considérer comme des affections. Le terme grec ici est pathé, pathos, subi en commun par l'air et l'eau, mais aussi toutes les formes que prend la Terre, ses parties et les affections de ses parties. Ges rosa eide, kai mere, kai pathet on meron. Voilà, donc vous avez ici la définition d'une sous-branche que nous qualifierions de géologique au sein de l'ensemble météorologique. On signalera donc cet emploi de pathos, affection, qui n'est pas anodin du point de vue d'Aristote, puisqu'il il nous permet à la fois donc, de signaler très généralement quelque chose qui se produit, hein, un phénomène, mais qui peut aussi s'appliquer à ce qui affecte un corps susceptible de subir des modifications, des variations, et qui donc, à ce titre, peut en particulier s'employer en médecine. Ce qu'on va voir après. Aristote présente toutes les données générales relatives au globe terrestre et les conditions théoriques qui auraient pu en permettre la naissance, dans un texte assez ambigu d'ailleurs, dans le traité d'astronomie du ciel, mais s'occupe spécifiquement des phénomènes géodynamiques passés et actuels, l'alluvionnement en particulier, dans les météorologiques. Et comme je vous l'ai indiqué en plus petit en dessous, hein, je vous ai indiqué à titre de comparaison d'autres ouvrages de cosmologie ou de météorologie, celui du pseudo-Aristote du Monde, hein, un texte qu'il faut en réalité dater plutôt du 1er siècle avant notre ère, qui n'est pas d'Aristote, le De Natura Rerum de Lucrèce, les questions naturelles de Sénèque, l'histoire naturelle de Pline, donc, qui est une encyclopédie, et les opinions des philosophes attribuées à Plutarque, qui est le terme de mon corpus, que j'ai considéré comme tel parce qu'il s'agit d'une doxographie, c'est-à-dire d'une collection des opinions des prédécesseurs, ce qui permet donc d'indiquer une forme de bilan des connaissances de l'époque. On constate que la place et l'ordre des phénomènes traités varient d'un auteur à l'autre. En particulier, les volcans que vous voyez apparaître chez Lucrèce comme chez Sénèque et Pline sont remarquablement discrets dans l'œuvre d'Aristote. Ce qui vous indique bien, encore une fois, qu'il ne s'agissait pas d'une science unifiée au même titre que la nôtre. Cela étant, dans les premières décennies de l'époque hellénistique, la géographie d'Ératosthène, géographia, hein, littéralement description de la Terre, peinture de la Terre, un terme qu'il aurait lui-même inventé, est une approche systématique par laquelle il s'agit de délimiter les régions terrestres et de rendre compte par là même des phénomènes de géographie physique. Dans la foulée du projet total d'Aristote, les travaux d'Ératosthène ont porté une tentative d'unification des connaissances sous un même système physique, ce qui était tout à fait le mode opératoire habituel à Alexandrie, sous l'égide des savants patronnés par les Lagides. La climatologie, qui met en lien la latitude d'un pays, c'est-à-dire son climat, littéralement son inclinaison, et l'ensemble de ses caractéristiques physiques, fut à cet égard crucial dans la géographie physique d'Ératosthène. En proposant dans ses Geographica une géographie détachée de tout itinéraire, comme on l'a pratiqué jusqu'ici, le Cyrénéen fonda une approche scientifique et géométrisée de l'espace de l'oïkouménée, la terre habitée,
et de la sphère terrestre dans son ensemble. Il pouvait ainsi arrimer, dans la continuité de la tentative aristotélicienne, les bouleversements physiques du monde à l'étude du géoïde. Cependant, il ne nous en reste quasiment rien, puisqu'Ératosthène est un auteur fragmentaire qui ne nous est plus connu que par, en immense part, que par le compte-rendu que nous en donne Strabon lui-même, qui entre en polémique avec lui, d'où l'extrême difficulté de l'étudier. Ensuite, des représentants de la culture scientifique hellénistique, plus tardifs, au IIe siècle avant notre ère, tels qu'Agatharchide de Cnide, qui était un historien, et Poséidonios d'Apamée, un philosophe stoïcien qui avait un projet philosophique et scientifique à la hauteur de celui d'Aristote, tentèrent une mise en système physique des connaissances, mais sans rencontrer le succès qu'ils escomptaient. Et de fait, leur œuvre a quasiment disparu également, ils ne sont plus connus que par fragments, au profit de la géographie culturelle de Strabon, qui était essentiellement destinée aux administrateurs de l'Empire romain au 1er siècle après Jésus-Christ, et qui donc évinçait progressivement la physique la plus spéculative et la plus théorique de ses prédécesseurs, pour ne plus qu'à s'attacher à l'utilité pratique que pouvait avoir pour l'homme d'État la géographie. Il s'agissait de faire connaître les grands ensembles, les productions terrestres, les pratiques culturelles et cultuelles. Une géographie humaine et pragmatique. C'est-à-dire que donc, vous avez eu l'ensemble Aristote-Ératosthène, Poséidonios, mais cet ensemble-là a vu ses efforts considérablement freinés et finalement réduits à néant par l'immense succès qu'a rencontré Strabon au 1er siècle, au 1er siècle de notre ère. Alors, toujours beaucoup de suspense pour le passage à la suite. Merci. Alors voilà, j'en viens maintenant à deux exemples donc, de ces analogies biologiques parce qu'elles furent un fil rouge dans le cadre de mon travail et elles permettent de lier les différents textes de notre corpus qui sont d'apparence disparate. Dans ces académiques, Cicéron présente les principes fondamentaux de la physique de Straton, qui n'accordait aucun rôle aux dieux, mais attribuait tous les phénomènes du monde à l'action du poids et du mouvement de façon mécanique, tout en rejetant la théorie atomiste de Démocrite qu'il jugeait fantaisiste. Cicéron lui-même dit hésiter entre la position de Straton et celle de ses adversaires stoïciens, qui étaient des providentialistes, donc pour qui rien n'arrivait au hasard, et il en vient à un constat désabusé sur la difficulté de parvenir à toute forme de connaissance. Et les exemples qu'il convoque pour cela sont particulièrement significatifs, puisqu'il note, encore au 1er siècle avant notre ère, l'impossibilité de disséquer les entrailles de la Terre, tout comme d'acquérir une connaissance suffisamment fiable de l'intérieur de notre propre corps. C'est-à-dire que faute d'observation directe de l'intérieur de la Terre, l'analogie physiologique pouvait lui suffire à faire référence à la tentative d'édification d'un modèle explicatif. C'est pourquoi les médecins eux-mêmes qui se devaient de résoudre ces questions, ouvrir notre corps afin d'en observer les parties internes. Pourtant, les empiriques, une des écoles de médecine, disent qu'elles ne nous sont pas davantage connues de ce fait, car il se peut qu'en ouvrant le corps, on altère les parties que l'on met au jour. Mais pouvons-nous de la même manière disséquer, ouvrir, séparer les éléments de la nature pour voir si la Terre est fixée en profondeur et comme fixée à ses racines, c'était une théorie de Xénophane, ou si elle flotte au centre du monde? Alors, donc, cette mise en équivalence de Cicéron, c'est une référence claire à un arrière-plan qui était universellement partagé, puisque cette, euh, cette idée d'une comparaison entre l'intérieur du corps et l'intérieur de la Terre n'était pas du tout neuve, mais avait permis d'ouvrir, dès les présocratiques, tout un univers d'hypothèses qui laissait une place importante à l'analogie et permettait de définir de façon strictement virtuelle un milieu souterrain dans lequel avaient lieu les échanges et transformations de l'eau, du feu et de l'air pour expliquer toute une série de phénomènes, en particulier la survenue des séismes et la formation des corps souterrains, qui étaient réputés être issus soit d'une coagulation de l'eau, comme les métaux, soit d'une solidification d'un air sec, si je simplifie, comme c'était le cas des roches. Donc les théories anciennes du volcanisme et de la sismicité, comme je le disais, en particulier, se fondent sur une géographie hypothétique des profondeurs qui est traversée de canaux, de voies d'échappement, de cavernes où bouillonnent les éléments naturels.
tous les auteurs qui s'y réfèrent font mention de cette configuration souterraine qui sert de prérequis. Et j'ai pu l'observer en synchronie, toutes époques et toutes écoles confondues. Alors, ce sont des hypothèses qui pouvaient être au moins en partie suggérées par la connaissance de caractéristiques topographiques régionales, qui étaient du reste dûment notées par les géographes, notamment les modelés karstiques de Grèce continentale. Et elles étaient liées au programme récurrent de déterminer le trajet exact de cours d'eau, qui pouvait paraître aux anciens très énigmatique du fait de leur résurgence, exurgence ou de perte de fleuves aériens. Donc, je voulais commencer par Cicéron pour vous montrer cet arrière-plan, et on peut voir de façon très claire, si on se limite au moins à Aristote, une comparaison possible entre la méthode des médecins et celle d'Aristote. Au début du traité Coaque R au lieu, qui est un traité qui date du 5e siècle, l'auteur hippocratique énumère les connaissances nécessaires à celui qui souhaite exercer la médecine et dit qu'il lui faut impérativement connaître les eaux et les saisons, orailles, du lieu où il exerce, c'est-à-dire les conditions atmosphériques de ces régions, afin de comprendre les maladies endémiques et la complexion des habitants pour trouver un traitement approprié. Il insiste sur le fait que la santé de l'homme dépend directement de ses interactions avec son milieu, promouvant ainsi ce que Jacques Joanna, éditeur du texte, a appelé une médecine météorologique. Et donc, comme on va le voir, en même temps que les saisons, l'état des cavités change chez les hommes. Ce qui s'est produit dans l'intégralité de notre corpus, c'est ensuite l'idée que, tout comme les cavités de l'homme, celles de la Terre étaient affectées par les variations météorologiques, c'est-à-dire cette action des éléments dont je parlais. Chez les philosophes de la nature, c'était un véritable jalon du système physique dans son ensemble, ce qui explique qu'Aristote présente dans sa physique la thèse célèbre de la correspondance entre microcosme et macrocosme. Pour le stagirite, qui était fils de médecin, la médecine était à la fois un socle épistémologique et un modèle méthodologique, l'étude du corps et celle du monde naturel se recoupant, comme l'affirmaient déjà les hippocratiques. Alors ça, c'est une idée qui a eu un énorme succès et qui a été surtout manifeste, qui a été poussée à sa forme la plus extrême, disons, par les questions naturelles de Sénèque, qui, à bien des égards, cherche à mimer Aristote. Sénèque se voit un prolongement latin de l'œuvre de son prédécesseur, et c'est celui qui a le plus contribué à développer l'hydrologie souterraine et qui a poussé le plus loin l'homologie de structure entre terre et corps humain. Comme ce qu'il dit dans le texte qui suit, il me semble que la nature gouverne la terre et qu'elle suit le modèle de notre propre corps, où se trouvent des veines et des artères, les unes emplies de sang, les autres de souffle. C'est une distinction qui fait explicitement référence, ça c'est une référence très claire, aux théories médicales qui avaient cours à l'époque hellénistique, au IIIe siècle avant notre ère. Cette distinction entre des veines porteuses de sang et des artères porteuses de souffle dans le corps humain, c'est celle du médecin Érasistrate, qui était d'ailleurs un contemporain de Straton, d'Archimède et d'Hérophile, un autre médecin, dont Galien disait qu'il aurait suivi les enseignements de Théophraste. C'est-à-dire, vous voyez bien que vous avez là une continuité assurée par la communication entre ces différentes disciplines. La Terre enfermerait une grande variété d'humeurs, humoris genera, dit Sénèque, de la même manière que notre cœur, que notre corps. Les différents types de liquides, y compris les bitumes et les corps métalliques solidifiés, se substituant à la cervelle, au sang, à la synovie et aux autres substances qui parcourent les cavités. Il s'agit donc d'un transfert expérimental qui doit permettre, a priori, de classer les réalités du sous-sol. Opération qui a toujours été très délicate pour les anciens. Voilà, j'en viens maintenant aux considérations relatives au temps géologique et au rythme terrestre, de façon très rapide, pour lesquelles Aristote est resté absolument incontournable. Mais ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on vient de dire, parce que Aristote donc, a d'abord parlé dans ses météorologiques au livre 1 du réseau hydrographique de l'ensemble du monde connu, qu'il a établi lui-même à partir de l'observation des cartes dressées par ses prédécesseurs, c'est-à-dire des géographes. Donc il décrit les fleuves d'Asie, de Libye, d'Europe et dresse une corrélation entre la hauteur des montagnes et la grosseur des fleuves. Il en vient alors à la thèse essentielle qui prépare l'étude des séismes au livre 2, à savoir la porosité du sous-sol, traversée de crevasses et de fractures qui permettent le passage du souffle réputé secouer la Terre. Théorie qui a eu un immense succès jusqu'à l'époque moderne. De cette remarque sur les disparitions de fleuves sous terre, le stagirite en vient au fait et à l'idée que les cours d'eau se modifient constamment
dans un cycle perpétuel de naissance d'une source qui s'écoule, qui provoque l'alluvionnement de la côte, puis la formation d'une zone marécageuse qui finit par s'assécher entièrement, ce qui modifie durablement la configuration de régions entières. C'est donc un mouvement d'expansion à l'échelle du monde et à l'échelle du temps entier qui va mener à l'énonciation d'une loi de compensation générale qui garantit l'équilibre constant de la masse terrestre et des eaux et par conséquent qui garantit le maintien de la vie sur Terre et le maintien des conditions physiques qui la régissent. C'est un passage extrêmement célèbre que tous les historiens de la géologie citent, et c'est celui auquel on associe le plus spontanément les réflexions géologiques de l'Antiquité. On trouve aussi des échos à cela, notamment dans les Métamorphoses d'Ovide au livre 15, que je ne vous ai pas réindiqué. Les mêmes lieux de la Terre ne restent pas toujours secs ou humides, mais changent en fonction des formations et disparitions de fleuves, etc. Ce qui m'intéresse, c'est ensuite l'analogie que propose Aristote. Il faut penser que ces modifications surviennent conformément à un certain ordre et à un cycle, Kuklos. Leur principe et leur cause est que l'intérieur de la Terre, exactement comme les corps des plantes et des animaux, subit une maturation et une vieillesse. Donc, ce principe du cycle terrestre permet d'illustrer l'uniformitarisme caractéristique du système aristotélicien, qui, dans la lignée des travaux d'Hécatée de Milet et d'Hérodote, s'appuyait sur l'observation de la progression du littoral égyptien du fait des dépôts alluvionnaires charriés par le Nil pour montrer ce changement constant des terres et de la configuration du littoral. Il s'agissait pour lui de saisir le fonctionnement d'ensemble de l'espace terrestre et des modifications qui l'affectent en tenant compte de l'extrême lenteur de ces processus à échelle humaine. Et il insiste très lourdement là-dessus dans la suite du texte en disant que ces changements passent complètement inaperçus pour de très nombreuses générations. Et Hérodote lui-même, pour prédire l'alluvionnement possible de golfe marin, donnait de façon strictement hypothétique, mais pour manifester la possibilité de l'immensité d'un temps géologique, suggérait qu'un golfe puisse être comblé en environ 10 000 ans. L'entreprise d'Aristote consista surtout à proposer un modèle cyclique dans lequel aucun processus n'orientait la Terre, pourtant comparé à un être vivant, vers sa mort. Mais elle subit au contraire des modifications partie par partie, kataméros, c'est pas fini, qui assure la pérennité de l'ensemble du système. L'alternance de la sécheresse et de l'humidité est ce à quoi il assimile ici, respectivement, la vieillesse et le rajeunissement, qui dépendent en fait des seuls échanges élémentaires qui font se succéder la chaleur au froid, la sécheresse à l'humidité et réciproquement. Chaleur, froid, sécheresse et humidité constituent chez Aristote, beaucoup plus que les 4 éléments eux-mêmes dont on a l'habitude, les principes fondamentaux de sa philosophie naturelle, qui régissent le fonctionnement du monde, tandis que les éléments sont davantage considérés comme un substrat passif qui subit la modification de ses qualités. Ces cycles de sécheresse dépendent de la révolution solaire et provoquent à terme la disparition des fleuves. Donc ça s'inscrit dans son besoin de faire système. Il ne s'agit pas d'impressionner en nous montrant une terre animalisée, ce dont du reste il se défend ailleurs dans les météorologiques, mais de dégager les lois générales des échanges élémentaires à l'œuvre dans tous les phénomènes observables, qu'il s'agisse de la naissance et de la mort des êtres vivants ou de l'évolution du paysage terrestre. Puisque les théories hippocratiques mécanisent le corps, emprunter la voie de l'analogie biologique était précisément pour Aristote la meilleure forme de rationalisation possible. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'il nous fournit la première typologie sismique connue au livre 2 du même ouvrage, les météorologiques, dans lequel, oui, allez s'il vous plaît, merci beaucoup, dans lequel la proximité avec un autre traité hippocratique, celui d'Évan, est tout à fait manifeste. Donc Aristote a expliqué que la survenue des séismes était due à un excès de ce qu'il appelle l'exhalaison, c'est-à-dire la formation d'un souffle chaud issu de la sublimation de la Terre par la chaleur solaire, et qui est responsable de tous les phénomènes géodynamiques violents, la foudre en particulier, et les séismes donc. Et il en vient à donc une typologie, ce qui aura un grand succès parce que cette tendance à classifier les différents types de séismes et leurs mouvements va se retrouver chez de très nombreux auteurs et jusque très tardivement dans le corpus, jusqu'à Jean de Lydie, qui est un auteur byzantin du 5e siècle, 5e, 6e siècle. Et donc il nous dit que parmi les séismes, l'un est pareil à un tremblement, tromos, l'autre à une palpitation, sphygmos. C'est du vocabulaire médical. C'est celui que vous trouvez dans le traité d'Évan juste à côté, comme je vous l'ai indiqué. Au cours des frissons se produisent aussi les tremblements du corps, oi, tromoi, et
par la suite. C'est pour cette raison aussi que les palpitations se produisent dans la région des tempes. C'est-à-dire une image extrêmement évocatrice, très familière, qui pouvait suggérer donc respectivement un mouvement latéral et un mouvement vertical. C'est comme ça qu'Aristote lui-même définit ces deux catégories respectives, et qui s'appuyait sur donc le corpus qui était pour lui le mieux formalisé à l'époque. Voilà, donc pour en rester là, je dirais en conclusion que l'idée des naturalistes grecs et latins, qui cherchaient justement à se défaire des représentations anthropomorphiques d'une terre-mère, de la mystique religieuse, de la superstition, c'était de ramener autant que possible à une série de principes explicatifs très réduits tous les phénomènes naturels qui les fascinaient autant qu'ils fascinèrent les protogéologues du XVIIe ou qui nous fascinent encore aujourd'hui. Et ce souhait de percer les mystères de l'univers en proposant cette idée d'une continuité entre l'inerte et le vivant, trouve, je crois, une forme d'écho avec les mots qu'avait dit Roger Caillois dans Les Pierres à propos des dendrites, que j'ai placé d'ailleurs en tête de mon manuscrit de thèse. Toutefois, je ne parviens pas à me défendre de la conviction que ces fougères fausses, qui n'ont de la plante que l'apparence et qui appartiennent à un règne incompatible, à leur manière, avertissent l'esprit qu'il est de plus vastes lois qui gouvernent en même temps l'inerte et l'organique. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Bon, merci pour cet exposé vivement mené, très riche, qui m'a particulièrement intéressé pour des raisons que je fais grâce ici. Alors, je pourrais parler jusqu'à 8 heures ce soir avec vous de toutes ces questions que j'ai moi-même étudiées de près. Je vais vous faire d'abord une petite remarque de pinaillage. Vous dites que Sénèque prolonge Aristote. Bon, Sénèque est stoïcien pur jus, ce qui n'est pas vraiment le cas d'Aristote. Donc, il y a quand même... Donc, la perspective philosophique n'a quand même rien à voir dans les deux cas. Absolument. Mais il cherche malgré tout à proposer, Oui, également une perspective météorologique complète, oui, mais pour des objectifs oui. philosophiques complètement différents. C'est juste, dans votre exposé, ça beaucoup de le mentionner un peu. Hein. Et puis, d'autre part, vous n'avez pas du tout. Alors, je sais bien que quand on fait une thèse en particulier, on a intérêt à se borner et à ne pas vouloir refaire l'histoire de l'univers ou celle de la philosophie. Donc, mais je vais quand même dire, pour moi, le legs le plus durable de la philosophie grecque, c'est quand même la géodésie. Hein. Et que là, alors je ne sais pas si vous en parlez ou si vous en parlez dans votre mémoire ou si vous n'avez pas parlé ici, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment admirable, non seulement parce que les conceptions géodésiques des Grecs sont les nôtres, hein, mais que par ailleurs, je profite, alors là, c'est sur sujet par rapport à vous, hein, mais je trouve que c'est un très bel exemple pour les étudiants pour montrer que, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les faits qui dictent la théorie, mais c'est la théorie qui dicte quels faits doivent être observés. Et là, on a un enchaînement que je trouve absolument magnifique. Excusez-moi pour la parenthèse. C'est que d'abord, les Grecs se posent la question de la représentation du monde. Hein. Qu'est-ce que c'est que le truc sur lequel nous vivons? Bon. Alors, ils ont une idée extraordinaire que personne d'autre n'a jamais eue avant eux, c'est, ben voilà, la Terre, nous habitons un corps tridimensionnel dans un espace tridimensionnel. Hein, ce sont les seuls à avoir eu cette idée. Et déjà, excusez-moi, j'en ai pour 2 heures, hein, l'idée d'une Terre plate, qui est aujourd'hui l'insulte la plus grande, moi, ça me fait doucement rigoler, parce que tous les gens qui vous traitent de platistes sont des gens qui auraient été totalement eux-mêmes incapables d'imaginer une Terre plate, parce qu'une Terre plate, on a déjà fait l'essentiel du parcours. On a réalisé que la Terre était quelque chose de tridimensionnel dans un espace tridimensionnel. Pour ça, on a juste la forme et on a fait 90% du chemin. Donc, à partir du moment où on a cette idée de cosmos, ben, la question qui se pose, quelle est la figure de la Terre? Bon. Et à ce moment-là, c'est cette idée-là qui permet de dire, ben, tiens, si la Terre était plate, effectivement, le Soleil se lèverait et se coucherait toute heure en tout point de la Terre. Or, on sait bien que ce n'est pas le cas. Alors, il y a des tas d'autres arguments qui montrent que la Terre est sphérique. Une fois qu'on a compris que la Terre était sphérique, quelle est la question suivante que n'importe qui, non pas n'importe qui, que des esprits aussi affûtés que les nôtres ici vont se poser? Ben, quelle est sa dimension? Hein, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a Ératosthène, on a Posidonius, on a ces choses-là. Et puis l'étape encore d'après, oui, mais on sait très bien que la Terre n'est pas sphérique. On sait qu'il y a des montagnes.
Donc, on doit mesurer les montagnes. Et c'est là que Dicéarque arrive et qui dit, ben non, les montagnes, ça fait 2000 stades. Et donc, 2000 stades par rapport aux 300 000 stades de la Terre, c'est ridicule. Voilà, donc c'est cet enchaînement que je trouve magnifique et qui illustre à merveille le fait que, contrairement, je répète, contrairement à ce qu'on pense, c'est la théorie qui détermine ce qui doit être observé et non pas l'inverse. Voilà, donc j'arrête là. Et Beaucoup, hein, effectivement. C'est des points que je développe en partie une, mais là, oui, il fallait que je fasse un choix, effectivement. Merci, hein, oui, oui. Oui, merci beaucoup, c'était passionnant. Vous avez mentionné à la fin qu'il s'agissait de rompre avec la mythologie de la déesse mère, etc. Mais je pense que dans la médecine grecque, il y a quand même des traités spécifiques de médecine féminine. Par exemple, Hippocrate, il y a un traité de la femme, etc. Est-ce que dans les pathologies de la Terre ou dans les représentations de la Terre comme corps, etc., il y a des éléments qui peuvent retranscrire cette notion d'une pathologie, de pathologie féminine ou de processus spécifiquement assigné aux femmes? Est-ce que c'est genré, l'approche de la Terre? Pas à ma connaissance. Vous avez cette idée, vous pouvez trouver cette idée d'une fièvre de la Terre à propos des séismes notamment. Euh, mais alors, vous avez sur l'idée du genre, hein, vous avez chez des gens comme Pline, hein, c'est un travail hybride, Pline en réalité, mais vous trouvez encore cette conceptualisation de la terre-mère, parce que Pline adopte deux approches à la fois, c'est-à-dire que d'un côté, il veut condenser, il veut compiler les travaux de ses prédécesseurs, et de l'autre, il veut absolument déployer, comme Sénèque du reste sur un autre plan, il veut absolument déployer une perspective morale, hein. Et donc, il vous dit en particulier que les séismes sont des crimes de la terre, et il vous dit que, il vous explique que il est particulièrement immoral et condamnable de fouiller les entrailles de la terre, alors que c'est notre mère à tous, et que c'est faire preuve d'ingratitude que d'en fouiller les entrailles dans le cadre du travail minier, par exemple. Mais en ce qui concerne alors des références précises à des maladies féminines pour la terre, je n'en ai pas connaissance. Mais je regarderai. Merci. Oui, mais j'avais une question parce que vous avez abordé chez Aristote la notion de cycle, cycle de la Terre en faisant des parallèles avec donc, la biologie. Mais i- si on prend le sang que vous évoquiez avec Érasistrate, le sang ne circule pas. À cette époque, il ne fait que se perdre dans le corps. On est sur un modèle de l'irrigation. Et donc, ma question elle est dans l'autre sens. Est-ce que le regard sur son mécanisme cyclique qu'il voit ici, qui emprunte à Hérodote, est-ce, est-ce que vous en trouvez des transferts dans l'autre sens vers, vers le médical? S'il y a pas parce que s'il n'y a pas le cycle de l'autre côté, est-ce que il Oui, emprunte au médical pour la Terre, mais qu'est-ce qu'il emprunte à la Terre pour le médical? le souffle circule, oui. Oui, oui. Alors, oui, le souffle circule en revanche, hein, je le disais. Mais je ne sais pas pour le médical. Je ne peux pas vous répondre. Je suis vraiment désolé. Mais vous avez effectivement, vous avez cette prise, cette analogie qui part du médical chez Aristote, mais ensuite, donc votre question, c'est si on en trouve, c'est si on trouve des emprunts de cette perspective-là chez les médecins par la suite. L'idée, c'est, là, quand on parle du cycle, souvent on dit, il y a une faiblesse sur le cycle dans le médical, notamment sur le sang. Oui. On a trouvé les tuyaux, on a trouvé la distinction, on a Erasistrate, etc. Mais le sang ne circule pas. Le souffle circule, encore que c'est toujours une question de savoir si c'est le même souffle qui revient. Donc, est-ce qu'il y a vraiment circulation ou est-ce qu'il pénètre, qu'il transforme, mais il ne circulerait pas lui non plus. Or, là, quand il est sur le terrestre, il est bien sur l'idée qu'on est revenu à un point de départ. En fait, reprenant Hérodote, ce qui était donc un relief redevient un plat ou redevient un creux et on reconnaît, on revient. Donc il y a l'idée qu'on repasse toujours par le même endroit, idée qu'il n'y a pas dans la partie médicale. Non, 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 non. Ce n'est pas, non, non. Il dit au contraire que ce ne sont jamais les mêmes endroits qui sont affectés par le changement. Aristote. Oui, mais quand je dis le même endroit, c'est ce qui était creux
été rempli et finit par être plein, mais le plein sera creusé. Et donc, que le creux se remplisse, il le met en parallèle au fait que le plein se creuse et le creux se remplit. Donc, il fait un Oui, cycle d'état. oui, Mais, un cycle d'état, mais mais ça migre pas, semble-t-il, il fait un cycle d'état qui est à l'échelle de la planète entière en réalité, qui est uniquement permis par des variations qui sont strictement locales et qui ne se répètent jamais à l'identique pour Aristote. C'est la différence avec les stoïciens notamment. Oui. Une question sur le chat, Denise Orange-Ravachol. Merci pour votre exposé. Vous avez rapidement évoqué les réflexions qui pouvaient renvoyer à une dichotomie actualisme-catastrophisme. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? J'ai lu avec beaucoup d'intérêt dans le cadre de ma thèse le livre de Stephen Gould sur la question, sur Time Zero, Time Cycle. Et donc, un livre qui s'interroge sur cette dichotomie appliquée aux auteurs de l'époque moderne, davantage. Et je me suis demandé, hein, dans le cadre de ma deuxième partie, dans quelle mesure ce genre de dichotomie pouvait aussi s'appliquer aux anciens. Et on voit bien que toute l'entreprise d'Aristote, c'est ce qui l'obsède, hein, c'est de montrer que la Terre ne peut pas mourir, que la Terre subit un changement progressif, lent, qui mène à un renouvellement de l'ensemble de sa surface sur une très longue période de temps, que les sécheresses successives sont régulées par ce qu'il appelle le grand hiver, dont il fait le déluge en fait. C'est sa manière d'expliquer les récits du déluge. Et ceci, c'est une construction de sa part qui s'oppose très clairement aux théories de ses prédécesseurs qui prétendaient davantage, par exemple Anaximandre, qui était davantage d'avis que la Terre s'asséchait progressivement et que aucun mouvement ne pouvait venir compenser cela, ce qui impliquait donc la mort à venir de la Terre. Et donc, ce qui m'avait frappé, hein, c'était la mise en lien qu'on pouvait faire entre catastrophisme et actualisme, et donc flèche du temps avec une succession d'événements irréversibles et cycle du temps avec compensation possible. Question? Je peux me permettre, c'est pas d'autres questions. J'ai une autre question justement sur le côté étiologie pneumatique qu'on a chez Aristote. Euh, En dehors du volcan et du tremblement de terre, enfin du tremblement de terre et son extension au volcan, on le retrouve pour d'autres. Aristote explique tout par la double exhalaison. Alors, vous avez deux exhalaisons. Vous avez l'exhalaison qu'il appelle humide, c'est-à-dire celle qui est issue de l'évaporation des eaux par le soleil, et vous avez l'exhalaison dite sèche qu'il appelle pneuma, souffle, qui est issue, allons comprendre, de la sublimation de la Terre elle-même. Et donc, le premier, c'est un air lourd qui tend à stationner. L'autre, c'est un air beaucoup plus subtil, volatile et inflammable, donc qui peut provoquer des résultats extrêmement violents. Et donc, à partir de là, la plus grande partie des météorologiques ensuite est consacrée à distinguer les différents phénomènes selon qu'ils relèvent de l'exhalaison sèche ou de l'exhalaison humide ou des deux à la fois. Et donc, vous avez donc de l'exhalaison humide relève la formation des eaux, la formation des mers en bonne partie, la formation par coagulation des métaux. Et de l'exhalaison sèche relève tous les phénomènes violents en réalité, c'est-à-dire donc la foudre et le tonnerre, les séismes, effectivement. Elle se mêle en particulier, comme elle est terreuse, elle se mêle à l'eau de mer aussi, ce qui permet d'expliquer la salure. Vous avez aussi l'idée que c'est cette exhalaison qui forme la matière des roches sous terre, parce qu'il se produit une combustion par laquelle se forment les corps minéraux qui vont emprisonner l'eau métallique. Donc, et oui, pour l'essentiel, c'est ça. Et vous avez aussi, dépendent aussi de l'exhalaison sèche, tous les phénomènes
tous les phénomènes que vous pouvez observer dans la basse atmosphère, ce qui est pour Aristote enfin, la haute atmosphère, excusez-moi, ce qui est pour Aristote la haute atmosphère, à savoir les comètes, les étoiles filantes, etc. Parce que pour lui, ça relève du monde sublunaire. Bon, une dernière remarque, il faut aussi se figurer que les intérêts d'Aristote pour le volcanisme est simplement dû au fait que pour un grec, le volcanisme, n'est pas très important. Les volcans, c'est en Italie, hein, surtout, c'est pas tellement. Et qu'il y avait bien d'autres choses à. Parce que oui, les volcans sont Ouais, plutôt italiens, ouais. c'est vrai, mais les Grecs connaissaient très bien. Oui, 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 mais enfin, c'est pas quelque chose. En Grèce, on se souciait plus des séismes que des tremblements de terre, hein. Je pense qu'il faut quand même garder ça un peu à l'arrière-plan des idées. Euh, Oui. Oui, vous avez Niciros, vous avez tout de même vous avez des cas rapportés d'éruptions enneigées, d'éruptions sous-marines, vous avez Métonée, vous avez. Oui, mais enfin, on voit bien que Posidonius, lui, s'est intéressé beaucoup aux volcans. Oui. Et on le connaît via Strabon, mais autrement, c'est pas la chose qui. Théophraste. Le problème, c'est que l'ouvrage de Théophraste est perdu. Ouais, Théophraste avait écrit un Périruacos ouais, ouais, de la coulée de Sicile, ouais. donc, où il parlait vraisemblablement de la lave, ou au moins du phénomène éruptif. On l'a perdu, le texte. Oui, mais à contrario, si on l'a perdu, c'est que ça n'intéressait pas les gens. Un peu. C'est toujours la conservation, non, parce que. L'intégralité des textes de Poséidonios, Ouais, par ouais, exemple. ouais. Et par ailleurs, on voit bien que ça a été une source extrêmement importante Oui, je suis d'accord. pour beaucoup de gens. Oui, oui. Donc là, il y a un Oui, bah, c'est comment dire, un autre problème, c'est que je dirais, ça a été tellement bien diffusé par Strabon, par exemple, qu'on a jugé inutile de le conserver, hein, En fait, de ce qu'on peut voir, notamment du compte-rendu que donne Strabon du traité sur l'océan de Poséidonios, c'est très incomplet en réalité. Non, mais c'est les J'en ai un petit peu parlé d'ailleurs, c'est que comme Strabon, par son modèle géographique, a supplanté les autres, oui, après, effectivement, c'est une culture commune sous une forme extrêmement réduite. Pourquoi connaît-on aussi mal l'astronomie pré-ptoléméenne? C'est que Ptolémée a tout Ptolémée d'un coup et qu'il faut quand même toujours. C'est déjà, justement, j'ai une discussion avec un de mes amis, un éminent helléniste, qui me disait il y a quelque temps, on parle du naufrage et il y a quelque chose, peut-être comme 30% de la littérature qui était conservée. Mais moi, je ne dis pas c'est un naufrage, c'est un miracle. C'est quand on pense au nombre de fois que ces textes ont dû être recopiés pour nous parvenir, quand on pense que les plus vieux textes de Platon qui sont connus sont du 9e siècle, donc ça veut dire qu'il y a déjà 13 à 14 siècles de copies. Et que c'est pour ça que tout n'ait pas été perdu. Pour moi, c'est plutôt ça le miracle. Bon, on dérape un peu. Merci beaucoup en tout cas pour votre exposé.